Ma rentrée politique au Québec, j'ai décidé de le faire par la grande porte, c'est-à-dire dans mon comté natal de Manicouagan. Avec nous maintenant, Jean Charest, ancien premier ministre du Québec, qui a été ministre sous Brian Mulroney et chef également du Parti progressiste conservateur. Bonsoir, Monsieur Charest. Monsieur Fillon. Monsieur Mulroney vous a fait confiance très rapidement. D'abord, vous avez été élu très jeune dans la vague bleue en 1984, mais dès 1986, vous êtes nommé ministre de la Jeunesse, ministre d'État à la Jeunesse à ce moment-là. Comment on établit rapidement une relation de confiance comme celle-là avec M. Mulroney? Bien, j'étais vice-président à la Chambre au tout début. D'abord, ça en soi, ça m'a permis de faire un apprentissage des rouages du système parlementaire. Puis après ça, au fil des contacts, je faisais des entrevues, j'avais une certaine visibilité. Il me demande d'aller au Conseil des ministres en 86. Mais il pose un geste aussi très significatif. Je suis nommé au comité du Conseil du Trésor, ce qui avait étonné les médias parce que j'avais très peu d'expérience. Ce que j'ai appris, M. Fillon, 20 ans plus tard, c'est que c'était délibéré de la part du premier ministre Mulroney, de ses équipes, et du sous-ministre à ce moment-là au Trésor, M. Veilleux, parce qu'ils avaient dit « on va identifier les jeunes que nous voulons former et faire monter ». Donc, il vous a pris sous son aile rapidement. Oui. Et à mon insu, je suis donc ciblé. Et après ça, bien, notre relation s'est beaucoup développée. Il est devenu un mentor, il est devenu un ami, quasiment un père. Et là, nos vies se sont croisées. Et pour tous les grands événements de ma vie, et aussi plusieurs de sa vie à lui, on était ensemble. Il a été proche également de grands leaders mondiaux. On parle beaucoup de Ronald Reagan, on peut parler de Margaret Thatcher, on peut parler de George Bush père également. Est-ce que le succès économique, le libre-échange, ces succès sont intrinsèquement liés à sa capacité de nouer des relations très proches avec des leaders comme ça? La réponse très directe, c'est oui. Et les relations personnelles, ça pèse, M. Fillon, dans les décisions que prennent les chefs d'État et de gouvernement. Ça pèse, ça a un sens. M. Mulroney savait gagner la confiance de ses vis-à-vis. Il les traitait avec beaucoup de respect. Et il était capable, lui, de présenter le Canada comme étant un partenaire de choix. Il faut dire, ça se dit très souvent, il n'y a personne sur la planète qui se réveille le matin et qui dit « je ne sais pas ce que le Canada fait aujourd'hui ». Ça, c'est pas un défaut. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'étant Canadien, si on se présente, si on demande, si on prend l'initiative, on est accueilli. Mais encore faut-il le faire. Et Mulroney savait, lui, justement, comment aborder les autres. Alors, l'accord de libre-échange avec Reagan, ça s'est joué beaucoup sur la relation. Il règle le dossier des puits acides avec Reagan. Ça se joue à nouveau sur la foi de la relation. Et même avec Bush, sur les questions environnementales. Bush également. La guerre du Golfe, au tout début des années 90, Bush père m'a raconté ça. Il me raconte que Mulroney va à la Maison-Blanche. M. Bush le consulte. Mulroney lui donne le conseil suivant. Si vous voulez le soutien de François Mitterrand et de la France, appelez-le. Appelez-le et demandez-lui conseil. Et pourquoi il insiste là-dessus? Parce qu'une superpuissance, et les gens qui habitent la superpuissance n'ont pas toujours le sentiment, eux, qu'ils doivent consulter les autres. Et Mulroney savait ces choses-là. Vous qui avez été premier ministre du Québec plusieurs années après ça, est-ce que l'accord de libre-échange nord-américain qui a été conclu par Brian Mulroney change la donne sur l'histoire de la croissance économique du Québec? Oui. La réponse courte, à nouveau, c'est oui. Donc, ça nous donne un accès privilégié au marché américain. Ça touche à peu près tous les secteurs, l'agroalimentaire, qui est très réglementé au Québec, là, avec la gestion de l'offre, mais malgré ça, il y a plein d'autres secteurs où cela nous donne des accès. Sur le plan manufacturier, ça nous donne des accès. Et en plus, ça nous permet d'attirer de l'investissement au Canada. L'argument étant le suivant, si vous venez au Canada, vous avez accès au marché américain. Alors, nous, on n'a pas la force du nombre, mais on a cet accès au marché américain. Et là, il y a des secteurs comme l'automobile, par exemple, qui est vraiment la colonne vertébrale de la relation de l'ALENA.
continent à l'époque, Canada, États-Unis, Mexique, c'est le secteur de l'automobile qui a connu une forte croissance. Au Canada, ça a été c'est pas la même chose que les États-Unis. Les coûts sont plus élevés, etc. Mais tout ça nous a donné une espèce de contrat d'assurance d'accès au marché le plus riche au monde. Et jusqu'en 2009, nous avons été le premier partenaire économique des États-Unis. Et en 2009, cela change. C'est intéressant de le noter. C'est la Chine qui devient le premier partenaire des Américains. Alors, vous voyez où l'économie va, comment... Et là, le Canada doit se positionner dans ce grand échiquier mondial. Joe Biden, le président des États-Unis, a déclaré aujourd'hui que Brian Mulroney a travaillé avec le président Reagan pour faire avancer le traité sur les pluies acides qui a contribué à protéger nos cours d'eau. Et il a négocié l'accord de libre-échange entre les États-Unis et le Canada. Mulroney était intrépide et n'avait pas peur de défendre des causes qui lui tenaient à cœur, comme la lutte contre l'apartheid racial en Afrique du Sud. Monsieur Mulroney a été vu comme le premier ministre le plus vert de l'histoire du Canada. Vous avez été son ministre de l'Environnement au sommet de Rio en 1992, l'année de naissance de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Comment vous mesurez l'influence de Brian Mulroney sur les questions climatiques et environnementales au pays? C'est un précurseur. Précurseur, loin avant tout. Et Mulroney avait une préoccupation économique sur l'environnement. C'est-à-dire que le Canada, c'est un pays qui dépend beaucoup sur les ressources naturelles. M. Mulroney avait une préoccupation sur l'avenir de nos exportations de ressources naturelles dans un contexte où il y a des barrières non tarifaires sur les ressources à défaut de s'occuper de l'environnement. Mulroney pose un geste très significatif lorsqu'il est chef de l'opposition. Il est invité à la Maison-Blanche par le président Reagan. Le sujet, M. Fillon, qu'il choisit, c'est les pluies acides. Et ça, c'est extrêmement significatif parce qu'il était subséquemment élu. Alors, que fait l'administration américaine? Elle se dit, bon, ben là, quand il nous a parlé, c'est le sujet. Il organise le sommet irlandais où il fait avancer le dossier parce que l'administration Reagan n'y croit pas à ce sujet-là. Ça mène au Clean Air Act de 1990. Il fait le traité sur les HCFC et les CFC, qui, sur le plan des affaires, est important. Premier traité au monde à différencier entre les pays développés et les pays en développement. Premier traité à utiliser des instruments économiques pour réduire les émissions. C'est le traité le plus réussi, traité environnemental, au monde. Et après ça, on arrive à Rio. À Rio, le Canada est le premier pays du G7 à signer la Convention cadre sur les changements climatiques. C'est le grand sujet de notre génération. En 2004, Brian Mulroney pose le geste en 1992. Ouais. C'est dire à quel point il voyait loin. Dernier leg économique, bien, il y en a beaucoup, là, mais on pense beaucoup à la TPS, parce que la volonté du gouvernement conservateur de l'époque, c'était d'assainir les finances publiques. Ça a plus ou moins marché, cette partie-là. Oui et non. Politiquement, c'est très impopulaire. Politiquement, s'il c'était à refaire, il y a beaucoup de gens qui feraient l'argument qu'il faudrait la cacher, la taxe. La rendre visible irrite les consommateurs à chaque fois qu'ils font une transaction. Économiquement, ça nous rend plus compétitifs et ça nous assure un financement des services publics garanti. Maintenant, sur les déficits aussi, il y a une histoire à raconter. La période où entre Mulroney, il y a des ententes ouvertes avec les provinces, où les provinces augmentent leurs dépenses et on doit, nous, les appuyer dollar pour dollar. Mulroney n'a pas le choix que d'augmenter le déficit. Mais le déficit d'opération du gouvernement fédéral, M. Fillon, est en équilibre à partir de 1987. C'est-à-dire ce qui relevait directement de son contrôle à lui, les opérations du gouvernement, il en fait l'équilibre. Mais on fait la TPS quand même. On fait la TPS parce que, économiquement. Et aujourd'hui, y a-t-il un gouvernement qui aurait le courage? Posons-nous la question. Est-ce qu'il y a un gouvernement, vous croyez, qui aurait le courage de poser le geste qu'a posé Mulroney sur un changement qui a beaucoup amélioré l'économie canadienne? C'est le mot que vous retenez de Brian Mulroney, le courage? Oui, beaucoup. Ouais. Pas le seul, mais c'est un homme très courageux. C'est un homme de vision, mais c'est un homme qui était généreux aussi, M. Fillon. Et on souhaiterait toujours être gouverné par des hommes et des femmes qui sont généreux d'eux-mêmes envers les autres et leur pays. Merci, M. Charest. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.